y a des choses qui ressemblent à des coïncidences, mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que c'était le destin déguisé en hasard. Et c'est dans une petite supérette de quartier, avec une odeur de pain chaud et une climatisation à bout de souffle, que commence une histoire que même les feuilletons de l'après-midi n'auraient pas osé écrire. « Mademoiselle, vous pouvez m'aider avec ce sac ?» dit-il, la voix fatiguée, mais encore ferme. Elle se retourna, un peu méfiante. Et comment ne pas l'être? Un monsieur en costume de luxe, cheveux blancs bien coiffés, une Rolex au poignet, demandant de l'aide pour porter un sac de riz et de haricots. Mais elle l'aida, et c'est dans ce geste simple, banal, presque automatique, que le passé a décidé de refaire surface. « Votre nom, c'est Ottavio ?» demanda-t-elle, le sac encore en main, mais les yeux fixés sur lui. Il se figea. Le supermarché était resté silencieux pendant 2 bonnes secondes. Même le congélateur à glace semblait s'être arrêté de biper. « C'est moi, pourquoi ?» Elle mordit ses lèvres. Elle hésita, mais elle parla. « Je crois que vous êtes mon père. »« Oui, je sais, ça paraît fou, mais j'y étais. Enfin, pas vraiment, mais je connais bien cette histoire. Ottavio Fontes, 71 ans, veuf depuis 3 ans, propriétaire de la moitié des boulangeries de la ville, et d'un cœur criblé de dettes envers le passé, et en face de lui, une jeune femme appelée Isadora, 25 ans, cheveux ondulés, regard de celle qui a grandi trop vite, et un nom gardé secret depuis sa naissance. Mais avant que tu ne penses que c'est juste une histoire de retrouvailles familiales, retiens bien ton souffle. Parce que ce que cette jeune femme sait peut tout changer, pas seulement sa vie à lui, mais la vérité qu'il croyait connaître, parce que parfois, ce qu'on a perdu dans le passé n'a pas été oublié, a été caché. Et le pire, parfois, ça n'a été caché par la personne en qui on avait le plus confiance. Ottavio ne répondit rien pendant de longues secondes. Il la regarda comme quelqu'un qui essaie d'assembler un puzzle de 1000 pièces, les yeux bandés. « Comment ça? Ta mère était... qui déjà ?»« Lucia, la jeune femme qui travaillait chez vous. En 1998, le sol semblait s'être dérobé sous ses pieds. Lucia. » Le nom lui frappa comme un coup de poing. Un souvenir en noir et blanc. Un rire dans la cuisine. Un regard interdit. Mais Lucia était partie, disparue sans laisser de mots. Ou c'est ce qu'on lui avait dit. Et là, l'estomac du vieux Ottavio se noua. Parce que si tout cela était vrai, certaines personnes, même mortes, devaient encore des réponses. « C'est ta mère qui t'a dit ça ?»« Non, elle ne m'a jamais rien raconté. Je l'ai découvert récemment. Après sa mort, le mot « mort » lui heurta la poitrine, comme un coup de marteau. Mais ce n'était pas tout, loin de là. « Et comment tu en es si sûr ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Isadora inspira profondément, sortit une enveloppe de son sac, froissée, ancienne. « Parce que j'ai trouvé ça caché dans la doublure de sa robe de mariée. Et là, mon fils, c'est là que le sol de l'histoire s'est fissuré pour de bon. Parce qu'à l'intérieur de cette enveloppe, c'était son écriture, l'écriture d'Ottavio, datant de 25 ans, un mot dont il ne se souvenait même pas avoir écrit. Mais il l'avait écrit, et ce qui y était écrit pouvait détruire une réputation, une famille, et un mensonge vieux de 2 décennies. Mais ça, je te le raconte dans le prochain chapitre, parce que maintenant, c'est le moment de respirer un bon coup, parce qu'il y a des histoires qui commencent avec un sac, et se termine avec le monde à l'envers. Lucia, un nom simple, comme tant d'autres. Mais pour Ottavio, ce nom résonnait comme un vieux tonnerre qui revient gronder en plein après-midi. Il sentit sa poitrine chauffer. Ce n'était pas la chaleur, c'était la mémoire. Lucia avait été bien plus que la domestique de la maison. Elle avait été une bouffée d'air dans un mariage étouffant, un sourire quand sa femme ne souriait plus, une épaule quand il n'entendait que des reproches, et elle était partie sans dire adieu. Du moins, c'est ce qu'il avait cru pendant 25 ans. « Elle t'a dit quelque chose à mon sujet ?» demanda-t-il, fixant Isadora comme s'il parlait à un fantôme. « Jamais. Elle disait toujours que mon père avait été une erreur, et qu'il ne valait pas la peine qu'on sache qui c'était. » Ottavio avala sa salive, parce qu'il ne se souvenait pas d'avoir été une erreur. Lucia avait disparu, oui, mais il se souvenait lui avoir écrit.
lui avoir dit qu'il laisserait tout tomber, qu'il s'occuperait d'elle. Et maintenant, là, sur le pas du marché, il tenait cette vieille enveloppe avec son écriture. « Tu peux l'ouvrir si tu veux », dit-elle. Il l'ouvrit. Les mains tremblaient. Le plastique du sac tomba par terre sans qu'il s'en rende compte. À l'intérieur, une feuille pliée en 4. Il la déplia. Et là, c'était bien son écriture. Mais le contenu était autre. « Lucia, disparaît, et ne reviens pas. Oublie ce qui s'est passé. Je ne veux plus te voir. Et ne dis jamais rien à personne. Cet enfant n'est pas de moi. Ottavio. » Silence. Un silence épais, glacé, que même le bruit des chariots du supermarché semblait respecter. « Je n'ai jamais écrit ça, » dit-il, presque en chuchotant. « Mais c'est votre écriture. » Ottavio fixait ce mot comme on fixe un miroir brisé. C'était bien son écriture. Le style, même ses fautes d'accent habituelles. Mais ça, il le savait au fond de lui, il n'avait jamais dit ces mots. Et là, le déclic. Parce qu'Ottavio n'était pas idiot. Il avait vécu assez longtemps pour savoir que le monde est rempli de mains invisibles, et que là où il y a héritage, il y a mensonge. Là où il y a un grand nom, il y a toujours quelqu'un de petit derrière. « Tu savais qu'elle était partie du jour au lendemain ?» demanda-t-il. « Elle disait qu'elle travaillait dans une maison riche, et qu'un jour, son patron lui avait demandé de partir, sans explication. » Ottavio ferma les yeux. À cette époque, il s'apprêtait à tout avouer à sa femme. Mais avant qu'il ait le courage, Lucia avait disparu, et maintenant, devant cette fille qu'il ne savait même pas qu'il avait, il commençait à comprendre. Quelqu'un a fait ça, quelqu'un a changé cette lettre, ou l'a écrite à ma place, ou a volé l'original, compléta-t-elle. Ottavio s'assit sur le banc de l'arrêt de bus, la même, sur le trottoir. Le sol tournait, la mémoire serrait, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne, une seule qui avait accès à la maison, au bureau, à ses papiers, à toute l'histoire, quelqu'un qui jurait loyauté, mais qui avait tout intérêt à ce que tout reste comme c'était. Et cette personne, c'était son propre frère, le associé, le confident. « Mon oncle ?» demanda Isadora presque sans souffle. Ottavio ne répondit pas. Il regarda juste l'horizon, comme s'il voyait le passé essayer de fuir par la porte de derrière de sa mémoire. Mais maintenant, c'était trop tard, parce que le passé était de retour, et cette fois, il avait un nom, un visage et un billet. Mais ce qu'Ottavio ne savait pas encore, c'est que ce billet n'était que le début. Ce qu'Isadora avait découvert dans l'armoire de sa mère était bien plus grave. Et dans le prochain chapitre, je te raconte ce qu'il y avait dans cette boîte à chaussures, sous le lit. Mais prépare-toi, parce qu'il y a des choses qu'on croit mortes avec la personne. Mais la vérité trouve toujours un moyen de revenir. Au ChatGPT 10, qu'est-ce que tu ferais si une vieille boîte sous le lit révélait que tout ce que tu croyais de ta vie n'était que la moitié de l'histoire? C'est exactement ce qui est arrivé à Isadora. 3 semaines avant cette rencontre au marché, elle avait enterré sa mère. Les funérailles furent simples. Peu de monde, beaucoup de larmes silencieuses, une solitude que seuls ceux qui ont déjà perdu leur mère peuvent comprendre. Quand tout le monde fut parti, elle resta là, assise au bord du lit. La maison sentait le savon de Marseille, et le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre, frappant la vieille couverture raccommodée. Et c'est dans ce silence qu'elle vit le coin d'une boîte dépassée de sous le lit. Une vieille boîte à chaussures, de celles qu'on ne fabrique même plus, couvercle à moitié déchiré, odeur de moisi et de souvenirs. Elle tira. À l'intérieur, des lettres, des photos, un scapulaire, un bracelet de bébé et une enveloppe froissée avec le nom Ottavio Fontes griffonné dessus. « Mon père », murmura-t-elle sans y croire. C'est là que son monde commença à basculer, parce que tout ce que sa mère lui avait dit sur « ne pas vouloir savoir », ça ne vaut pas la peine, tout cela semblait cacher autre chose, pas du mépris, mais de la protection. Au fond de la boîte, une pochette plastique bleue, bien dissimulée. À l'intérieur, des documents jaunis, de vieilles attestations, et une feuille qui semblait importante, signature certifiée, date 1999, un testament rédigé par Ottavio Fontes, désignant comme bénéficiaire
une certaine Isadora L. de Souza. Mais comment? Si elle n'avait jamais été reconnue officiellement, si elle n'avait jamais eu de contact, qu'est-ce que cela voulait dire? Elle prit tout, n'en parla à personne, ni à ses amis, ni à son petit ami qui voulait toujours la sauver de la pauvreté, comme si l'amour se mesurait en factures payées. Elle garda les papiers, lut chaque ligne, étudia les noms. Et là, tout en bas, une signature. Claudio Fontes, le frère d'Ottavio, reconnu comme témoin. Autrement dit, il savait. Il savait depuis le début. Et s'il savait, pourquoi avait-il laissé une enfant grandir sans père, sans rien? Eh oui, il y a des frères qui sont du sang, et d'autres, du poison. Retour au présent. Ottavio regardait l'enveloppe comme s'il avait avalé une pierre. Elle a gardé ça toute sa vie. Caché, elle ne l'a jamais montré. Mais c'était là, avec l'acte de naissance. Et une photo de vous deux. Quelle photo? Elle sortit la photo pliée de sa poche. Ottavio l'a reconnue immédiatement. Lui, plus jeune, chemise ouverte, souriant. Et Lucia appuyée contre lui, souriante aussi. Mais la photo était déchirée. Il manquait un morceau. Je l'ai trouvé comme ça. Ottavio la tint délicatement, comme s'il tenait un bout de son âme. Cette photo a été prise à la ferme, en 98. Mon frère, c'était le seul à savoir que j'étais là avec elle. Isadora resta silencieuse, mais son regard disait tout. Méfiance, douleur, fin de vérité. Et là, une nouvelle secousse. Le testament. Tu as dit que tu as un testament? Elle hocha la tête, sortit la feuille avec précaution de son sac. Ottavio lut, ligne par ligne. C'était bien sa signature. Mais il y avait un problème. Il n'avait jamais rédigé ce document. Du moins pas tel quel. Était-ce authentique? Un faux? Ou un brouillon que quelqu'un avait pris avant qu'il ne le fasse enregistrer? Et là, mon ami, le sol s'ouvrit sous ses pieds. Parce que si ce document existait et que Claudio l'avait signé comme témoin, cela voulait dire que le frère savait pour l'enfant, pour la liaison, pour l'héritage, et tout ce qu'Ottavio voulait cacher par peur, honte ou lâcheté. Mais pire que de savoir, il avait tout caché, et peut-être même saboté. Mais Ottavio n'avait pas encore entendu le pire, parce qu'Isadora ne lui avait pas encore raconté la partie la plus délicate de l'histoire, celle qui impliquait une analyse de sang, un appel anonyme et une femme nommée Elena. Mais ça, mon fils, je te le raconte dans le prochain chapitre, parce que quand la vérité commence à sortir du placard, personne ne peut la repousser. Ottavio tenait toujours le testament comme on tient une grenade sans goupille. Le papier tremblait dans ses mains, mais ce n'était pas juste l'âge, c'était le poids de ce que cela représentait, parce que si tout cela était vrai, alors il n'avait pas seulement une fille, il avait une fille qu'il avait presque effacée de l'histoire, et pire encore, quelqu'un qu'il aimait comme un frère s'était chargé de l'effacer à sa place. Mais tout n'avait pas encore été dit, et Isadora, elle le savait. « Il y a encore une chose, monsieur Ottavio, » dit-elle, la voix un peu tremblante. « Encore? Une femme, Elena. Elle m'a contacté il y a quelques jours. » Ottavio fronça les sourcils. Le nom ne lui disait rien, du moins, pas encore. « Elena? Elle a dit qu'elle avait travaillé pour votre famille pendant des années, qu'elle était amie avec ma mère et qu'elle a entendu une conversation entre elle et votre frère. Une conversation où il la menaçait si elle ne disparaissait pas de votre vie. » Là, les yeux d'Ottavio s'ouvrirent en grand. Elena, bien sûr, la cuisinière. Mon Dieu, Elena, la femme qui faisait des petits pains au fromage comme sa mère, qui riait fort, qui chantait du sertanejo ancien en faisant frire du bœuf. Il ne l'avait pas vue depuis le mariage de Claudio, il y a une vingtaine d'années. Elle m'a appelé de nulle part. Elle a dit qu'elle avait attendu la mort de ma mère pour parler, qu'elle avait eu peur trop longtemps, et que la seule chose qu'elle avait, c'était une enveloppe, avec un test sanguin. Ottavio savait déjà où cela allait mener, mais il la laissa parler. Un test ADN, entre vous et ma mère, réalisé en 1999, et il est positif. Silence. Un de ces silences qui font du bruit. Mais pourquoi ça ne m'est jamais parvenu? Pourquoi personne ne me l'a remis? Parce que le laboratoire a été payé en espèces, et que la personne chargée de récupérer les résultats était unique, Claudio. Et là,
Mon fils, le vieux Ottavio a tremblé. Parce que la vérité commençait à prendre forme. Son frère avait falsifié une lettre, caché l'existence de sa fille, possiblement falsifié des documents. Et maintenant, un test ADN réapparaissait. Un test que lui-même avait été cherché pour mieux le faire disparaître. Comme on dit, celui qui protège trop son nom, c'est souvent parce qu'il l'a déjà sali. Ottavio se leva, avança jusqu'au bord du trottoir. Le bruit de la ville semblait muet comparé à la tempête dans sa tête. « Tu as ce test ?» Elle acquiesça, sortit une feuille plastifiée de son sac. Il la regarda, vérifia les données. La signature de l'expert. C'était authentique. C'était lui. « Et pourquoi maintenant ? Pourquoi tu viens me voir maintenant ?» La réponse fut plus simple qu'il ne l'aurait cru. « Parce que je suis enceinte. » Le vieux homme faillit s'écrouler. « Enceinte ?» Elle acquiesça. « Et je ne veux pas que mon enfant grandisse comme moi, sans histoire, sans racines, sans vérité. » Ottavio avala péniblement sa salive. Là, dans cette jeune femme qu'il venait à peine de rencontrer, battait déjà le cœur de son petit enfant. Et lui, il ne savait même pas son prénom. Qui est le père? Une erreur. Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de moi et de vous. Je veux juste savoir si j'ai le droit de porter ce nom, sans devoir porter aussi la honte. Et là, Ottavio sentit la culpabilité, la rage et une furieuse envie de retourner dans le passé pour frapper son propre frère. Mais le temps ne revient pas. Ce qui revient, c'est la vérité, et elle revient assoiffée. Mais écoute bien, si tu crois que Claudio est juste un vilain de l'ombre, prépare-toi à la suite, parce que dans le prochain chapitre, il réapparaît, et les retrouvailles entre les deux frères auront tout, sauf une accolade. Il tourna, se retourna dans ce grand lit vide depuis que Teresa était partie, la femme avec qui il avait partagé 42 ans, 2 enfants officiels, un mariage de façade et aucune confession sincère. Le ventilateur de plafond grinçait. L'horloge indiquait 5h12 du matin, et il était déjà debout, chemise boutonnée jusqu'au cou, chaussures cirées, une mallette en cuir à la main. À l'intérieur, le faux billet, le vieux testament, la copie du test ADN et une photo pliée. Parce que maintenant, il ne voulait plus seulement savoir, il voulait un face-à-face. Il voulait regarder son frère dans les yeux et poser la question. Pourquoi? La maison de Claudio se trouvait dans un lotissement privé, de ceux qui ont plus de sécurité qu'un hôpital présidentiel. Mais Ottavio n'avait rien annoncé. Il était juste venu. Il gara sa voiture devant le garage et sonna à la porte comme on enfonce le passé en pleine poitrine. Claudio ouvrit, vêtu d'un bermuda en lin, un café à la main, ce petit sourire en coin qu'il avait toujours eu. Le fantôme s'est manifesté. Ottavio ne répondit pas. Il entra directement, alla droit au salon, s'assit sur le canapé en cuir et posa la mallette sur la table basse. On va parler de 1999. Claudio sourit de nouveau. Mais cette fois, ce n'était plus un sourire aimable. C'était un sourire calculé, comme un joueur d'échecs prêt à déplacer sa tour. C'est à cause de cette fichue lettre? C'est à cause de ma fille. Claudio se figea une demi-seconde. Mais il se reprit vite. Il avala la surprise comme on avale du poison en faisant semblant que c'est du sirop. Ah, donc la petite bâtarde a refait surface. Ottavio se leva. La gifle partit sèche, directe sur le visage du frère. Claudio chancela, mais ne riposta pas. Il s'essuya la bouche avec la manche de sa chemise blanche et sourit encore. « Voilà, tu te sens mieux maintenant ?» Ottavio respirait fort. La colère montait en lui comme une fièvre. « Tu as falsifié une lettre, caché un test ADN, et tu m'as menti pendant 25 ans. Je t'ai sauvé la vie, Ottavio, ta réputation, ton entreprise, ton mariage. Tu as détruit une vie. Elle allait te détruire en premier. » Claudio rétorqua plus fort. « Tu étais un homme marié en une, des fondations de charité, des interviews à la télé. Tu allais tout foutre en l'air pour une bonne avec une voix douce et une taille fine. Réveille-toi, Ottavio. Le monde n'accepte pas les histoires trop belles. » Ottavio tremblait, mais pas de doute, de dégoût. « Elle était la mère de ma fille, et tu m'as fait croire qu'elle m'avait abandonné. Tu m'as laissé penser que j'étais juste un vieux ridicule qui avait confondu tendresse et amour. » Claudio servit plus de café, s'assit calmement, croisa les jambes. «
Tu étais trop faible pour prendre une décision. Je l'ai prise pour toi. Et maintenant, tu vas en payer le prix. Claudio rit. Ce petit rire bas en coin. Le rire de quelqu'un qui cache une carte dans sa manche. Tu vas me dénoncer pour un testament périmé, un mot sans expertise, un test ADN que personne ne reconnaîtra parce que le laboratoire a fermé? Ottavio se tut. Il savait, ce serait parole contre parole. Tu es bon dans le sale jeu, Claudio. Je suis meilleur que toi dans le vrai. Je l'ai toujours été. Ottavio reprit la mallette, se leva. Mais tu sais quelle est la différence entre nous deux? Dis-moi, tu as tout construit pour paraître honnête. Moi, je suis prêt à tout perdre, pour l'être. Et il partit, laissant son frère assis là, avec son café qui refroidissait et son sourire qui s'éteignait. Sur le trottoir, Ottavio inspira profondément. Le soleil levant lui tapait le visage, et pendant un instant, il se sentit pur, sale à l'extérieur peut-être, mais propre à l'intérieur, parce qu'il avait enfin regardé le monstre en face. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que le monstre avait aussi un plan B, et que quelqu'un de très proche était déjà utilisé comme pion dans cette partie. Mais ça, mon fils, je te raconte ça dans le prochain chapitre, parce que maintenant, le mensonge commence à avoir un nom, une adresse et un prix trop élevé à payer. Ce vieux millionnaire, qui autrefois se cachait derrière des vins chers, des éditos de journaux et des discours de conseils d'administration, était maintenant juste un père, en retard, perdu, avec le cœur déverrouillé par une porte qu'il avait lui-même fermée il y a 25 ans. Il entra chez lui. La maison paraissait immense pour une seule personne. L'horloge murale faisait tic-tac comme pour se moquer de la hâte qu'il n'avait jamais eue. Le salon, encore décoré des photos de famille, ressemblait à un musée de sourires mensongers. Lui, Teresa, les enfants, officiels. Aucune trace d'Isadora. Aucun souvenir de la femme qu'il avait aimée pour de vrai. Pas même l'ombre de la fille que tout le monde lui avait cachée. Mais au fond de la cuisine, accrochée avec un aimant sur le frigo, elle était là, la seule photo sincère de cette maison. Lucia souriant, tenant une tarte à la banane. Ottavio s'arrêta net. Il fixa l'image comme si le temps pouvait revenir s'il la regardait assez longtemps. Cette photo, il l'avait prise lui-même, un jour comme un autre. Il se souvenait, c'était en fin d'après-midi. Elle riait d'un jeu de mots idiots qu'il avait fait. Teresa était en voyage, les enfants, à l'école. Ce jour-là, il avait failli lui dire qu'il l'aimait. Failli. Mais le failli est le verbe préféré de la lâcheté. Et c'est à cause de ce failli que la vie avait tourné comme elle l'avait fait. Il prit son téléphone, appela Isadora. 3 sonneries. Rien, rappela. Boîte vocale. Une fois encore. Silence. Et là, sa poitrine se serra. Cette angoisse que seuls ceux qui ont déjà perdu quelqu'un à nouveau peuvent comprendre. Il sauta dans sa voiture, roula jusqu'au quartier d'Isadora, cette rue simple avec des murs décrépits et l'odeur de nourriture dans l'air. Il frappa à la porte. Personne. Les voisins dirent qu'elle était partie la veille, avec une valise, en vitesse. Un temps elle est partie, demanda-t-il à une vieille dame en robe fleurie qui balayait le trottoir. Elle a dit qu'elle devait disparaître quelques jours. Elle avait les yeux gonflés. On aurait dit qu'elle avait pleuré toute la nuit. Ottavio sentit le sol s'effondrer. Un instant, il pensa qu'elle avait abandonné, que la douleur avait été trop forte. Mais alors, la voisine ajouta « Elle a laissé un mot, si vous voulez voir. » Il entra. La maison était modeste. Elle sentait la lavande et la bougie éteinte. La vieille dame lui tendit le papier, une écriture ferme, mais tremblante. « J'ai besoin de respirer, de découvrir qui je suis avant qu'on me dise qui je dois être. Si vous voulez me trouver, n'envoyez pas d'avocat. Trouvez-moi, comme un père devrait le faire. Isadora. » Ottavio sortit de là sans dire un mot. Son cœur était une vieille valise, pleine de choses mal rangées. Mais maintenant, il savait, soit il retrouvait cette fille, soit il mourrait avec la photo de Lucia sur le frigo et la culpabilité dans les yeux. Ce soir-là, pas de vin, pas de journal, pas de feuilleton, rien que du silence et le bruit du passé qui frappait à la porte avec violence. Mais ce n'était pas fini, parce que pendant qu'Ottavio pleurait en silence sur la véranda, une voiture noire s'arrêta discrètement dans la rue d'à côté, et à l'intérieur,
Claudio, au téléphone. Le bel est parti, parfait. Maintenant le vieux est seul, prêt à signer n'importe quoi. Oui, la partie n'était pas terminée. Et Claudio avait encore une carte dans sa manche. Ce qu'il avait oublié, en revanche, c'est une chose. Un père blessé est dangereux, mais un père repenti est inarrêtable. Dans le prochain chapitre, la recherche commence, et les retrouvailles pourraient devenir avec une accolade ou avec un cercueil. C'est le temps qu'Ottavio passa à chercher Isadora sans succès. 2 jours sans dormir vraiment, sans manger correctement, sans penser à autre chose qu'à une seule question: où est-ce qu'elle a bien pu aller, si tout ce que je veux, c'est la retrouver? Il arpenta les quartiers, appela les hôpitaux, fouilla les réseaux sociaux, contacta des avocats, mais personne ne savait rien. Jusqu'à ce que, au matin du 3e jour, il reçut un appel. Numéro inconnu. Monsieur Ottavio? Oui, c'est moi. Ici, Elena. J'ai été l'ami de Lucia. Je sais où se trouve Isadora. Ottavio se redressa dans le fauteuil comme s'il venait de recevoir une décharge électrique. Elle va bien? Oui, mais non. Elle est dans un endroit calme, en train de remettre le monde à l'endroit. Elle est blessée et a peur. Mais je peux vous y conduire, s'il vous plaît, tout de suite. La voiture s'arrêta devant une petite église simple, à l'écart du centre-ville. Une de celles avec une cloche en fer rouillé, l'odeur de cire fondue et des bancs de bois qui font mal au dos. Mais à l'intérieur habitait une paix que même les grandes cathédrales ne savent pas offrir. Elena pointa du doigt. Elle est là. Isadora était assise au 2e rang, tête baissée, les yeux rouges. Elle portait un large pull, ses cheveux attachés à la va-vite, les mains croisées sur un ventre qui ne se voyait presque pas. Ottavio entra doucement. Ses pas résonnaient sur le sol froid de l'église. Chaque pas était un pardon silencieux. Il s'arrêta à 2 mètres d'elle. Ne dit rien. Il attendit juste qu'elle sente sa présence. Et elle la sentit. Elle se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Pas de scène de film. Pas de pleurs théâtraux. Pas d'étreinte de cinéma. Mais quelque chose de plus fort. Le silence et l'acceptation. Elle murmura, presque sans voix: « Vous êtes vraiment venu. Je suis venu. Et je ne repartirai pas. » Elle inspira profondément. Ses yeux brillèrent, mais aucune larme ne tomba. « Je pensais que vous alliez faire ce que vous avez toujours fait, fuir. Cette fois, j'ai fui moi-même, pour pouvoir venir vers toi. » Elle baissa la tête, posant la main sur son ventre. Ottavio s'assit à côté d'elle, lentement. Comme on s'approche d'une espérance fragile. « Tu vas être maman. » Il ravala ses larmes. « Et toi, tu vas être tout ce que je n'ai jamais eu le courage d'être. Une mère, entière, forte. » Ils restèrent là, en silence. Le soleil commença à percer à travers les fentes du toit. Et à cet instant, sans que personne ne le dise, le pardon commença à naître, tout doucement, comme on marche pieds nus sur un sol fendu. Avant de partir, Isadora dit: « Je ne veux pas de votre argent. » Ottavio répondit: « Je ne veux pas te donner une fortune, je veux te donner une histoire. » Et ça fit mal, mais beau. En sortant, Elena tendit une enveloppe à Ottavio. « Il y a quelque chose que vous devez voir. C'est à propos de Claudio et du testament de votre épouse. Le vrai. » Ottavio fronça les sourcils. « Teresa ?» Elena acquiesça. Elle savait tout, et elle a tout laissé caché, mais pas comme vous l'imaginez. Eh oui, mon fils, parce que parfois, la vérité se trouve là où on s'attend le moins, et celle qu'on croyait être une pierre essayait d'être un pont depuis le début. Mais ça, je te le raconte dans le prochain chapitre, parce que maintenant, la partie change, et le véritable testament pourrait tout changer. Encore une fois, il était un vieil homme, fatigué, mais avec un feu nouveau qui brûlait dans sa poitrine. La justice. Justice pour Lucia, pour Isadora, et maintenant pour Teresa. Car à l'intérieur de cette enveloppe, Elena affirmait qu'il y avait un second testament, un que lui-même n'avait jamais vu. Il s'assit à son vieux bureau en acajou, dans cette chambre qui ressemblait désormais à un musée de remords, et il ouvrit l'enveloppe avec lenteur. Le papier était bien conservé, soigneusement plié. Première page, testament particulier de Teresa Machado Fontes. Date, 2 mois avant sa mort.
Ottavio lut doucement. Chaque ligne était un coup de poing, un murmure, un éclat de miroir. Si tu lis ceci, Ottavio, c'est que Claudio a échoué et que tu as enfin trouvé le courage de regarder en arrière. Son écriture était nette, élégante, comme toujours. J'ai toujours su pour Lucia, pas à cause des rumeurs, mais à cause des silences, à cause de ton odeur quand tu revenais du domaine, à cause de cette légèreté que seul l'amour donne. Je ne t'en veux pas, je te comprends. Ottavio s'arrêta, ses yeux tremblaient. Teresa avait toujours su, elle s'était tue, elle était restée, à ses côtés, malgré tout. Mon Dieu, souffla-t-il. Il reprit la lecture. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as pu laisser ton frère décider à ta place. Il a volé notre histoire, il nous a séparés plus que l'adultère, il savait tout, et il m'a fait jurer le silence, pour l'honneur, pour la réputation. Mais au fond, c'était pour la cupidité. Ottavio ferma les yeux, sa gorge brûlait. La femme qu'il croyait trahie avait été complice du silence, pour le protéger, mais ce n'était pas tout. Isadora est ta fille. J'ai vu la photo, lu le billet. Je sais la vérité. Et j'ai tout préparé avec mon avocate. Si Claudio tente de faire disparaître ce document, sache ceci. Il existe une copie chez Ruth Fernandez. Elle saura quoi faire. Et j'ai consigné mon dernier souhait. Je veux que la Fondation Fonte soit partagée entre tes enfants. Tous, y compris Isadora. Ottavio porta ses mains à son visage. Teresa, la femme qui l'avait trahi, avait été plus noble que lui. Elle avait laissé la porte entr'ouverte, alors que lui avait passé sa vie à verrouiller les fenêtres. Sur la dernière page, une lettre. Pas un document légal, une lettre de femme à homme. Ottavio, peut-être que l'amour n'est pas ce qu'on ressent, mais ce qu'on supporte en silence. Je t'ai aimé comme j'ai pu, et même quand je ne t'ai pas compris, je ne t'ai jamais haï. J'ai juste eu de la peine de voir un homme entier vivre à moitié. Ottavio pleura. Pas un beau chagrin, un de ceux qui font mal, avec le nez qui coule, les sanglots qui coincent, les mains qui serrent le papier comme si c'était elle. Parce que là, à cet instant, il comprit. Le passé ne pardonne pas aux lâches, mais parfois, il offre une seconde chance à ceux qui osent affronter leur douleur. À la fin de la lettre, un post-scriptum. Claudio n'agit pas seul. Il y a quelqu'un à l'intérieur de la fondation qui l'aide, quelqu'un de proche, plus proche que tu ne l'imagines. Et là, le cœur d'Ottavio s'accéléra, parce qu'il savait exactement de qui elle parlait. Mais ça, mon fils, je te le raconte dans le prochain chapitre, parce que quand la trahison vient de l'intérieur de la maison, c'est que le poison se trouve dans l'assiette la mieux servie. Elle arrive doucement. Avec une voix calme, une chemise bien repassée et un badge marqué « Personne de confiance ». Ottavio avait toujours eu un bras droit à la Fondation Fontes, un homme discret, compétent, de ceux qui se souviennent des anniversaires des employés, qui préparent le café quand l'agent d'entretien est absent, et qui parle souvent de transparence et valeurs humaines. Son nom, Marcio, 38 ans, juriste interne de la Fondation, ancien stagiaire devenu l'ombre d'Ottavio en 20 ans. Mais Teresa, même après sa mort, ne laissait aucune ficelle pendante. Au bas du testament, elle avait écrit en tout petit « Voir boîte mail ». Dossier confidentiel, enregistrement du 0704. Ottavio se rendit dans son bureau. Il ralluma l'ordinateur, éteint depuis des semaines. Le mot de passe était toujours le même. Fondateur 2020. Il entra. Dossier confidentiel. Et là, il était. Un email avec une pièce jointe audio. Son cœur battait vite. Il appuya sur lecture. Claudio, il est plus faible que jamais. On peut pousser la fusion jusqu'en août. La signature va passer. J'ai déjà parlé au notaire. Tout est prêt. Faut juste que vous teniez Isadora éloignée encore un peu. Si elle découvre la clause, c'est foutu pour la fondation. Ottavio m'y pose. La voix était sans équivoque. Marcio. Le même qui lui serrait la main chaque jour. Le même qui lui remettait des rapports avec le sourire. Le même qui avait porté le cercueil de Teresa et pleuré pendant la messe. C'était lui. En train de comploter avec Claudio, dissimulant des clauses, mentant à propos de sa propre fille. « Fils de... » murmura Ottavio, les yeux en feu. Il ouvrit le dossier suivant, document personnel. Et là, il le vit.
le contrat de fusion entre la Fondation Fonte et un grand groupe international. Une clause cachée, écrite en tout petit au milieu de l'annexe, en cas d'inexistence d'héritier direct du fondateur, la fondation est intégralement transférée au groupe holding BFR. Autrement dit, si Isadora réapparaissait, le contrat tombait à l'eau. Voilà pourquoi Claudio avait effacé toute trace. Voilà pourquoi Marcio avait aidé. Voilà pourquoi le silence, la manipulation, la pression. Ottavio se leva d'un bond, appela l'ancien comptable de la famille. « J'ai besoin d'une expertise urgente et je veux retracer tous les contrats des 3 derniers mois. » Au bout du fil, le comptable resta silencieux. « Vous êtes sûr ? » ?»« Je suis sûr. Maintenant, c'est personnel. » Le lendemain, Ottavio alla à la fondation. Sans prévenir, Marcio l'accueillit, sourire professionnel aux lèvres. « Monsieur Ottavio, quelle surprise de vous voir si tôt aujourd'hui !» Ottavio ne répondit pas. Il sortit son téléphone, ouvrit l'audio et le lança à plein volume, tout en regardant Marcio droit dans les yeux. Le traître blêmit. C'est sorti de son contexte. Ottavio fit un pas en avant. Ce n'est pas le contexte qui m'importe, c'est le caractère. Marcio tenta de se rattraper. Je peux tout vous expliquer. Tu peux, oui, au juge. Ottavio sortit une enveloppe de sa veste. Mandat d'éloignement temporaire, signé par un magistrat ami de longue date. Marcio fut escorté hors du bâtiment. Claudio, introuvable. Mais pour la première fois depuis des années, la fondation était de retour entre les mains de son vrai propriétaire. Et il savait exactement ce qu'il allait en faire. Il ne manquait qu'une chose, retrouver Isadora, parce que maintenant elle était l'héritière légitime, pas seulement d'un patrimoine, mais d'une histoire, et cette histoire allait enfin pouvoir recommencer. Dans le prochain chapitre, la reconstruction. Mais avant cela, la visite d'Ottavio sur la tombe de Lucia va prouver une chose, l'amour véritable peut mourir, mais la culpabilité, elle, reste toujours en vie. On aurait dit que le climat respectait ce qui allait arriver. Ottavio se leva sans hâte. Il enfila un vieux costume sombre qu'il n'avait pas porté depuis les funérailles de sa femme. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un jour pour enterrer quelqu'un. C'était un jour pour demander pardon à celle qui ne pouvait plus répondre. Le cimetière se trouvait dans la zone nord, petit, entouré d'arbres tortueux et de tombes anciennes. La tombe de Lucia était simple, une stèle en marbre blanc, sans photo, sans fioriture, juste le nom, la date de naissance, et une phrase discrète. Elle a aimé en silence. Ottavio s'arrêta devant, seul. Il ôta son chapeau, se passa la main sur le visage, inspira profondément, et il commença à parler. Comme on se confie au vent. Tu aurais pu hurler, tu aurais pu me maudire, me haïr. Mais non. Tu as choisi de disparaître, et tu m'as laissé avec un vide que je comprends seulement maintenant. Il regardait la pierre froide, mais ses yeux voyaient autre chose. Il se rappelait son rire dans la cuisine, la façon dont elle essuyait son front en sueur du revers de la main. La dernière fois qu'elle avait touché sa main et dit « On ne pourra jamais, hein ?» Et il avait répondu « On l'est déjà. » Mensonge. Ce n'était pas vrai. Jamais. Parce qu'il n'avait pas eu le courage. Il n'avait pas rompu avec sa femme, il n'avait pas affronté son frère, il n'était pas allé la chercher, il était resté, comme tant d'hommes restent, par confort. J'ai découvert tout ça, Lucia. La lettre, le test, la fille, le frère que tu aurais dû haïr, mais que tu as gardé silencieux, la femme que je pensais ignorer, qui savait tout, et moi ici, le seul aveugle de l'histoire. Il s'agenouilla. Déposa une fleur à la base de la stèle, une fleur blanche, en plastique, qu'il gardait depuis 1999, sans savoir pourquoi. Isadora, elle te ressemble plus qu'à moi. Elle a ta force, ton courage, et ta solitude aussi. Il pleura. Pas ce genre de pleurs bruyants, ceux que versent les hommes qui ont trop fait d'erreurs, lentement et trop tard. J'aimerais que tu la vois, sa démarche, sa façon de parler, son regard. C'est comme si tu étais revenu en chair et en os, juste pour me rappeler qui j'étais. Un vieil homme s'approcha. Cheveux gris, vêtements simples, c'était le fossoyeur. Vous connaissiez Madame Lucia ? Ottavio s'essuya les yeux. Je l'aimais. Le fossoyeur hocha la tête.
Elle venait ici chaque mois, s'asseyait sur ce banc, regardait les tombes et disait « Un jour, il viendra, même si c'est après la fin du monde ». Ottavio sourit, triste. Elle savait. Elle avait toujours su qu'un jour, il viendrait, même si c'était trop tard. En sortant, il passa près d'un vieil arbre planté au centre du cimetière, attaché au tronc un morceau de ruban bleu, avec un nom écrit à la main, Isadora. C'était le nom que Lucia avait choisi, et accroché là, comme une promesse, comme un signe. Ottavio prit le ruban, le mit dans sa poche, et là, il fit un nouveau vœu. « Je ne peux plus t'aimer, Lucia, mais je peux aimer ce que tu m'as laissé. » Et il tourna les talons, les yeux embués, et le cœur, enfin, plein de vérité. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que le petit-fils qu'il attendait tant pourrait ne jamais naître, la paix et un nouveau but. C'était comme si, après tant de mensonges, de fuites et de dissimulations, il avait enfin quelque chose de vrai à porter. Ce n'était pas un héritage, ni un poste, ni un prestige. C'était une fille, un petit enfant. Et il voulait bien faire cette fois. Être présent, régler les dettes du cœur, être un vrai grand-père, pas seulement sur le papier. Dans les jours qui suivirent, lui et Isadora se revirent. Au début, l'ambiance était froide, méfiante. Elle le regardait toujours comme si elle pesait chaque geste. Mais Ottavio était persévérant. Pas avec des cris, mais avec sa présence. Il apportait de la soupe dans un Tupperware, attendait devant son cours de remise à niveau, s'asseyait sur le trottoir juste pour parler de tout et de rien. Jusqu'au jour où elle sourit vraiment. « Vous allez vraiment rester, hein ? Maintenant, c'est toi qui vas devoir me supporter. Même si je ronfle, oublie les dates et mets mes chaussettes à l'envers. » Elle rit. C'était la première fois qu'il voyait cette confiance dans ses yeux. La semaine suivante, ils prirent rendez-vous pour la première échographie. Ottavio voulut y aller avec elle. « Si j'ai raté le début de ta vie, laisse-moi au moins voir le début de la sienne. » Elle accepta. Un peu réticente, mais elle accepta. Une salle froide, avec une odeur d'alcool et de climatisation. La doctoresse était gentille, à la voix douce. Elle étala le gel sur le ventre, positionna l'appareil, regarda l'écran. Silence. Isadora regardait le plafond, nerveuse. Ottavio, tenant sa main, la serrait sans s'en rendre compte. « Ça va ?» demanda-t-elle. La médecin ne répondit pas tout de suite. L'image du bébé n'était pas nette. Le battement du cœur, absent. « Doctoresse ?» elle soupira. « Je suis désolée, mais le fœtus n'a plus d'activité cardiaque. » Le monde s'arrêta. Ottavio ne comprit pas tout de suite. Isadora se figea. « Non, ce n'est pas possible. Je l'ai senti bouger. J'ai vu mon ventre changer. Je sais, ça arrive, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Mais le petit cœur s'est arrêté. » Elle enleva l'appareil, nettoya le gel, expliqua la procédure, parla de rétention, de curetage, de date probable. Mais rien de tout ça n'avait de sens. Ottavio regardait sa fille, recroquevillée, immobile, regardant dans le vide. « Papa ?» dit-elle d'une voix brisée. « Il est mort, en moi. » Ottavio serra sa main. Fort, ferme, mais à l'intérieur, le sol s'effondrait. C'était comme si la vie lui avait offert un cadeau, pour le reprendre avant même qu'il ait pu l'ouvrir. Ils rentrèrent chez eux sans rien dire. Isadora ferma la porte de la chambre à clé, et là-dedans, elle pleura comme seule une mère qui a perdu, sans jamais avoir connu peut pleurer. Ottavio resta dehors, assis dans le couloir, sans savoir quoi faire, sans savoir quoi dire, jusqu'à ce qu'il sorte de sa poche le ruban bleu qu'il avait pris au cimetière. Il le glissa sous la porte et écrivit un mot. Peut-être qu'il n'est pas venu pour vivre, mais pour te faire renaître, et me faire vivre vraiment pour la première fois. Là-dedans, elle lut et pleura encore, mais ses larmes venaient avec un peu moins de douleur, avec un peu plus d'acceptation, parce que même ce qui part trop tôt laisse une trace. Le lendemain, elle sortit de la chambre, pâle, faible, mais debout. Elle regarda son père et dit « On va reconstruire la fondation, pas pour l'argent, pour les noms qu'ils ont essayé d'effacer. » Ottavio acquiesça. « On va le faire. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Claudio bougeait aussi.
et que le coup final était déjà en préparation. Dans le prochain chapitre, l'attaque viendra d'où personne ne l'attendait, et le nom d'Isadora finira dans les journaux, avec un mensonge assez gros pour tout détruire. Des nouvelles, des appels, des questions. Mais ce n'était ni des amis, ni la famille. C'étaient des journalistes, des reporters, des gens qui voulaient du sang. La veille, un article anonyme était paru sur un journal digital local, avec un titre choc: Fille inconnue d'un milliardaire accusé de fraude et tentative d'extorsion. Le texte affirmait qu'Isadora aurait essayé d'utiliser son lien familial supposé pour soutirer de l'argent à la Fondation Fonte, menaçant de procès et semant le chaos. Un gros mensonge. Mais les dégâts furent immédiats. Sur les réseaux sociaux, son nom devint la cible de commentaires haineux. Dans les groupes WhatsApp, l'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Ottavio reçut des messages d'associés inquiets, de partenaires remettant en cause la stabilité de la fondation, et même des employés méfiants. Il savait qui était derrière tout ça. Claudio et ses complices jouaient bas, très bas. « C'est une guerre sale », dit Ottavio à Isadora, d'une voix fatiguée mais ferme. « Ils veulent me détruire avant même de m'écouter, » répondit-elle, les yeux gonflés de larmes. « Mais la vérité va apparaître. Elle doit apparaître, » insista-t-il. Isadora, pourtant, n'était pas seule. Des journalistes indépendants commencèrent à enquêter. Une amie de fac, aujourd'hui reporter, rassembla documents, preuves et témoignages pour démanteler ces accusations. Ce mensonge avait les pieds courts, mais il manquait encore le coup le plus dur, parce que la Fondation Fonte n'était pas qu'un patrimoine financier. C'était un héritage, une mémoire, un pouvoir. Et celui qui voulait le contrôler n'hésiterait pas à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, Claudio agissait dans l'ombre, envoyant des avocats, modifiant des contrats, pressant les associés, tentant d'étouffer toute résistance. Mais il ne comptait pas sur une chose: Ottavio était de retour, et avec sa fille, et ensemble, ils étaient une force qu'on ne pouvait plus ignorer. Dans le prochain chapitre, la reconstruction commence, mais le chemin sera long. Et le cœur? Ah, le cœur devra être fort. Ottavio et Isadora passèrent des semaines à nettoyer la maison, les tableaux, les contrats, mais surtout leur cœur. C'était plus que de l'argent, plus qu'un héritage. C'était de la justice. Dans le nouveau bureau de la Fondation Fontes, murs clairs, fenêtres grandes ouvertes, l'air sentait le café fort et l'espoir. Isadora regardait les vieilles photos maintenant accrochées au mur principal. Là, il y avait Lucia. Là, Teresa. Là, leur histoire écrite avec l'encre de la lutte, du silence et du courage. Je n'aurais jamais imaginé être un jour ici, à me battre pour ce qui m'appartient de droit, dit-elle, déterminée. Mais tu n'es pas seul, répondit Ottavio. Maintenant, la fondation est à nous tous. Et c'était vrai. Peu à peu, les employés commencèrent à revenir. Les partenaires reprirent confiance. La presse amie fit des reportages positifs. C'était un nouveau départ, mais pas sans cicatrice. Parce que reconstruire une famille et un héritage après tant d'années, c'est un processus long, mais possible. Et pendant ce temps, au cœur de la ville, quelqu'un observait. Quelqu'un qui avait encore des comptes à régler, mais qui commençait à comprendre que le jeu avait changé, et que le vieux Ottavio et la jeune Isadora n'abandonneraient pas. Dans le prochain chapitre, la conclusion poétique, une réflexion sur le passé, le pardon, et ce qui reste quand tout semble perdu. Il y a des douleurs qui semblent être des punitions, il y a des silences qui sont des prisons, mais il y a aussi l'heure du pont. Ce pont qui relie le passé à demain, que l'on ne peut traverser qu'en baissant la garde. Ottavio et Isadora ont commencé à construire ce pont ensemble, pas à pas, avec des erreurs, avec des doutes, mais aussi avec du courage. Parce que la famille, mon fils, ce n'est pas seulement ceux avec qui on est, c'est ceux qui choisissent de rester. Un après-midi d'été chaud, assis sur la véranda de la maison qui commençait à devenir un foyer, Ottavio lâcha une de ces phrases que seuls les vieux savent dire. On dit que qui cherche trouve, mais personne ne dit que ce qu'on trouve peut être pire que ce qu'on a perdu. Isadora sourit. Mais ça peut aussi être mieux, non?
Il hocha la tête. Il y a des gens qui naissent invisibles, mais ils ne sont pas nés pour vivre dans l'ombre. Ils restèrent silencieux, regardant l'horizon. Le soleil se couchait doucement, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Et à cet instant, le passé semblait enfin se reposer. Parce qu'au final, on apprend que le plus grand héritage n'est pas l'argent. C'est la vérité, c'est l'amour, c'est le courage de recommencer. Et surtout, c'est de savoir que même quand l'histoire est pleine d'ombre, il y a toujours un rayon de lumière pour nous guider vers la maison. Dans le prochain chapitre, la fin. Une invitation pour toi, spectateur, à porter cette histoire avec toi. Comme on dit, il y a des gens qui naissent invisibles, mais ils ne sont pas nés pour vivre dans l'ombre. Et regarde, mon fils, Ottavio et Isadora sont la preuve vivante de cela. Après tant de mensonges, tant de silence, tant de douleurs gardées secrètes, ils ont enfin trouvé ce qui semblait impossible, la vérité. Pas cette vérité belle, comme dans les séries, avec une fin parfaite. Non, une vérité dure, tranchante, qui déchire la peau, qui fait plus mal qu'un coup de poignard, mais qui libère. Le vieux Ottavio, le visage marqué par le temps et les yeux pleins d'histoire, s'assoit sur la véranda de la maison. À ses côtés, Isadora, plus femme que fille désormais, portant en elle la mémoire de sa mère, le courage de son père et la force de celui qui lutte. Le vent de l'après-midi joue dans les rideaux, apportant l'odeur du café fraîchement moulu et des promesses. Il la regarde et dit « Tu sais, ma fille, que la vie n'est pas faite que d'or et de lumière. Elle est faite de poussière, de sol dur, de chutes et de trébuchements, mais aussi de se relever, d'avancer, de réécrire. » Elle sourit, un sourire qui connaît le poids et la légèreté de tout cela. « Je ne veux pas seulement porter ton nom, papa. Je veux porter notre histoire, avec ses cicatrices, ses blessures, mais aussi avec la fierté de ne jamais avoir abandonné. » Et c'est ainsi que commença la reconstruction. La fondation Fontès devint un symbole. Pas de richesse, mais de justice. Pas de pouvoir, mais de vérité. Ces murs qui autrefois cachaient des secrets célébraient désormais des retrouvailles. Ces mains qui autrefois cachèrent la vérité serraient maintenant celles qui arrivaient avec de l'espoir. Mais rien n'a été facile. Le chemin était semé d'embûches, ennemis invisibles, vieux fantômes, soupçons persistants. Claudio disparut des réseaux, devint une ombre, mais son souvenir était une blessure ouverte qui dérangeait tous. Malgré cela, père et fille restèrent unis, forts, avec ce petit-fils qui ne naquit jamais, mais qui laissa un héritage plus grand que bien des puissants. Et parlant d'héritage, Ottavio fit une dernière promesse. Il s'assit avec Isadora et dit « Un jour, ce petit-fils sera tout. Il saura qu'il vient d'une famille qui est tombée, qui a saigné, mais qui n'a jamais cessé d'aimer. Que le véritable or n'est pas dans le coffre, mais dans le cœur. » Elle hocha la tête. « Et nous serons là pour lui raconter l'histoire, pour qu'il sache que, même dans l'ombre, la lumière trouve toujours un chemin. La vie continue, la fondation fleurit, et le nom Fontès cesse d'être seulement un nom pour devenir un mot, résistance. Parce qu'au fond, c'est ça, résister, lutter, aimer, même quand tout semble conspirer contre. Et moi, ton Vovorico, je reste là à réfléchir. Quelle histoire portons-nous? Quel secret? Quel choix? Quel courage? Parce qu'au final, mon fils, on ne choisit pas l'histoire qu'on vit, mais on choisit ce qu'on en fait. Ottavio et Isadora ont choisi d'être plus grands que la douleur, plus forts que le silence, plus vivants que le mensonge. Et c'est ça que je te laisse aujourd'hui. Peu importe combien de portes se ferment, combien de vérités on tente de cacher, la lumière de la vérité est tenace. Elle trouve toujours une faille, elle entre dans la maison, elle répare ce qui est brisé. Si cette histoire t'a touché, laisse ton commentaire. Dis-moi ce que ces retrouvailles t'ont fait ressentir. Mets un like pour soutenir la chaîne et abonne-toi car il y a plein d'histoires à venir. À la prochaine de ton Vovorico.